Bienvenue dans notre webinaire dédié à l'analyse des résultats des appels de la destination InfraServe du programme de travail infrastructure de recherche de l'Horizon Europe, organisé par le point de contact national infrastructure de recherche. Euh, donc, chers collègues, déjà, je vous préviens que ce webinaire est enregistré et il sera mis en ligne ensuite sur le site de Horizon Europe du ministère. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec cette procédure, merci de nous le signaler. Et dans ce cas, il faudra qu'on prenne des mesures spéciales par rapport à vos souhaits. Euh, donc, sur cette slide, vous voyez le programme de notre webinaire dans lequel nous souhaitons vous présenter les objectifs et les attendus de l'appel InfraServe, qui est un appel régulier du programme de travail infrastructure de recherche dans Horizon Europe. Ensuite, nous allons vous présenter quelques leçons tirées de l'analyse des rapports d'évaluation de premiers projets déposés dans le cadre de cet appel en 2021, afin de vous donner quelques conseils pour l'écriture des projets InfraServe que vous allez déposer peut-être dans le cadre du prochain appel qui s'ouvrira dans 2 semaines ou éventuellement pour des appels ultérieurs. Donc, nous sommes également ravis d'accueillir dans ce webinaire un porteur de projet InfraServe qui vient de l'infrastructure MBRC et qui pourra partager avec nous hein, et avec vous leur expérience voilà, et vous donner quelques conseils. Donc, euh, ici sur la slide, je vous rappelle la composition de notre PCN, point de contact national infrastructure de recherche, qui comprend 3 personnes. Hélène Veillard, Amadou Mané et moi-même, coordinatrice de ce PCN. Et j'en profite pour remercier très chaleureusement mes collègues pour leur engagement dans ce travail. Bon. Je vous rappelle également que les infrastructures de recherche se trouvent dans le pilier 1 du programme Horizon Europe, avec le financement de 2,4 milliards pour 7 ans. Et afin d'accompagner au mieux nos communautés scientifiques dans ce programme cadre, le ministère chargé de la recherche a mis en place un dispositif d'accompagnement national dont le schéma est présenté sur cette slide. Donc, vous voyez, c'est juste pour rappel aussi pour que vous compreniez quels sont vos interlocuteurs. Les intérêts de la France pour ce programme de travail au sein du comité de programme mis en place par la Commission européenne sont assurés par le représentant au comité de programme, le RCP, donc, en fait, c'est moi-même le RCP pour les infrastructures de recherche. Le RCP anime et consulte le groupe thématique national, le GTN, l'instance informelle de consultation des acteurs de la recherche et de l'innovation, afin d'alimenter la position française au comité de programme. Et les points de contact nationaux, les PCN, sont chargés de diffuser l'information et de sensibiliser la communauté scientifique au programme européen et notamment au programme infrastructure de recherche en ce qui nous concerne. Donc, nous sommes, comme je dis, 3, Hélène, Amadou et moi-même. Maintenant, je vous propose de passer aux appels InfraServe de notre programme de travail. Les appels qui se trouvent dans la destination 3, avec l'objectif d'améliorer et optimiser les services des infrastructures de recherche dans les domaines des axes prioritaires de l'Union européenne, notamment la santé, la transformation verte et numérique, ainsi que les appels qui permettront de favoriser des découvertes dans d'autres domaines scientifiques. Donc, normalement, dans ce type d'appel InfraServe, il y a deux types, en fait, deux catégories d'appels, challenge-driven et curiosity-driven. Et donc, comme vous pouvez voir, Challenge Driven, c'est les appels qui permettent de contribuer aux objectifs des axes prioritaires de la Commission européenne. Pour ces appels, des alignements et synergies avec les activités du pilier 2 doivent être développés et les infrastructures de recherche financées dans le cadre de ces appels doivent contribuer pleinement aux missions et partenariats d'Horizon Europe. Et après, vous avez aussi Curiosity Driven thématique, qui permettent de favoriser de nouvelles découvertes et connaissances par l'accès aux données aux meilleures et parfois uniques infrastructures de recherche. En ce qui concerne les appels qui seront ouverts en 2023, donc nous avons les appels qui vont s'ouvrir, comme je dis, dans 2 semaines, le 6 décembre, et la date limite de dépôt de projet est le 9 mars 2023. Donc, aussi, il faut dire que nous faisons cette présentation, mais pour l'instant, le programme de travail officiellement n'est pas encore adopté. Elle sera adoptée euh, théoriquement à partir de demain. Et la publication officielle est prévue pour le 28 novembre. Donc, cette fois-ci, il a été décidé de rajouter un appel pilote
en plus de 2 appels classiques dont j'ai parlé dans la slide précédente. Donc, il s'agit d'un appel co-fund dédié au cofinancement d'accès aux infrastructures de recherche. Et je passe maintenant rapidement. Il faut dire aussi que le budget total pour ces 3 appels s'élève à 157 millions d'euros. Et je passe maintenant rapidement une slide par appel pour vous donner l'idée de quoi on parle. Et après, je passerai la parole à mes collègues. Donc, comme je dis, 3 appels. Premier appel, InfraCF 0101, les infrastructures. Donc, les services des infrastructures qui adressent les axes prioritaires de la Commission européenne. Donc, objectif, c'est de soutenir la fourniture d'accès transnational sur place ou à distance et un accès virtuel à des services offerts par un large éventail d'infrastructures de recherche. Et nous avons donc 9 thématiques ciblées dans cet appel. Les facteurs environnementaux et santé humaine, recherche clinique, pédiatrie, changement climatique, région arctique et polaire, océans et eau, agriculture, pêche et blue économie, énergie renouvelable, nanosciences et nanotechnologie, semi-conducteurs, société de la future génération. Donc, comme vous pouvez voir, nous avons ici en fait 9 thématiques et le nombre de projets qui sont susceptibles d'être financés, c'est 8. Donc, théoriquement, c'est un projet par thématique, mais il y a moins de projets financés que de thématiques. Donc, ça montre que les projets seront, les appels sont très, très compétitifs et il faut bien se préparer pour ces appels. Le deuxième type d'appel, c'est la Elena, même chose. excuse-moi, Oui, juste avant que tu entames le deuxième type d'appel, je te propose de ralentir légèrement. Il y a une participante au moins qui trouve que ça va un peu vite. d'accord, Donc prends ton temps et puis voilà, on prendra le temps qu'il faudra. d'accord, d'accord. Donc, en fait, j'ai presque déjà fini ma présentation. Je pensais que toutes ces généralités, vous connaissez. Donc, je suis désolée si c'était un peu trop vite. Euh, voilà, vous avez ici les thématiques, encore une fois. Vous avez ici le budget qui est prévu pour ce type d'appel, c'est 116 millions d'euros. Et vous avez donc sur ce tableau, vous avez la contribution prévue par projet de 8 millions à 14,5 millions. Et comme je dis, le nombre de projets financés prévus est 8. Mais nous avons 9 thématiques. Donc, les projets seront très compétitifs. Deuxième appel, donc c'est les appels que j'appelle Curiosity Driven, en fait la commission les appelle comme ça. Donc, nous avons 3 domaines scientifiques ciblés, biosphère, astronomie et physique des astroparticules, arts et sciences humaines. Et donc, pareil, il faut fournir l'accès transnational, physique ou à distance ou en accès virtuel à des services offerts par les infrastructures de recherche dans ces 3 domaines scientifiques ciblés. Nous avons le budget prévu pour cet appel 29 millions d'euros et pareil, la fourchette de budget de ce projet entre 8 millions et 14,5 millions. Et nous avons aujourd'hui la prévision de la Commission, c'est 2 projets financés dans cette thématique, même si nous avons 3 domaines scientifiques ciblés. Après, les situations peuvent arriver. C'était déjà d'ailleurs dans le programme 2021-2022, il y avait 3 thématiques ciblées affichées et il n'y avait pas de projet pour toutes les thématiques. Donc, voilà, est-ce que c'est en prévision de ce genre de situation que le programme est aujourd'hui construit comme ça? Je ne peux pas vous dire exactement, mais en tout cas, on sait que les appels seront très compétitifs. Et donc, le troisième type d'appel, c'est donc le co-fund. C'est une action pilote de la part de la Commission européenne dans laquelle les États sont invités aussi à participer dans le cofinancement d'accès aux infrastructures de recherche. Donc, comme vous pouvez voir ici, les propositions peuvent porter sur
toutes les thématiques scientifiques. Et nous avons la contribution européenne pour ces projets de 2 à 5 millions d'euros par projet. Le nombre de projets financés aujourd'hui est estimé à 3. Euh, je, donc, je passe la parole maintenant à mes collègues. Hélène Veillard qui partagera avec vous les résultats des projets InfraServe déposés en 2021 et qui vous présentera également les principaux critères de sélection et la procédure d'évaluation. D'accord? L'objectif de ce webinaire, comme j'ai dit, c'est de vous donner en fait quelques repères par rapport à la manière dont les experts évaluent les projets déposés pour les appels InfraServe. Aussi pour vous donner quelques conseils et partager avec vous l'expérience des porteurs qui ont déjà réussi à obtenir le financement dans le cadre de cet appel. Maintenant, si vous avez des questions peut-être autres concernant le montage de projets, par exemple, notamment Cofond, qui est nouveau, je pense qu'on pourra éventuellement aborder ce sujet si on aura le temps. Sinon, de toute façon, nous allons organiser encore d'autres événements qui pourront répondre à vos questions. Maintenant, je laisse la parole à mes collègues. Hélène et Amadou, ils vont vous expliquer tout ce qu'ils savent sur ces analyses et on va essayer de répondre au mieux à toutes vos questions. Donc, Hélène. Oui, donc bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, j'ai mis on a mis dans le chat aussi, hein, il y a plusieurs webinaires et journées d'information qui vont venir, donc de présentation des appels à projets 2023-2024, donc dont les InfraServe, hein, et notamment des 2023. Et donc là où il y aura aussi, ils seront plus focalisés sur le contenu des appels et avec un peu plus de temps sans doute sur ça. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc toutes les informations, on met les informations à jour dès que on les a évidemment. Donc n'hésitez pas à aller voir sur notre site. Alors quelques mots sur les résultats des appels à projets, hein, qui étaient dans le programme de travail, donc qui s'est terminé, le programme de travail 2020-2021. Donc en 2021, il y a eu 7 topics ou appels InfraServe qui couvraient donc 9 thématiques, 6 thématiques donc challenge driven, donc comme vous a présenté Elena, donc les 6 premiers topics là que vous voyez. Et puis un appel qui était plutôt donc curiosity driven, donc qui couvrait 3 thématiques, géosphère, biosphère et physique des particules et nucléaire. Alors, sur ces appels, donc pour ces 9 thématiques et cet appel, 11 projets ont été évalués, 8 projets ont été retenus et il y a eu 3 projets qui étaient sous le seuil d'évaluation, soit en dessous de la note de 10. Je vais donner après quelques éléments sur la notation et sur les critères. Donc, ce qui nous fait quand même un taux de succès en nombre de projets retenus de environ 73%, ce qui est bien sûr élevé, mais ce qui est aussi dû à la nature de l'appel, puisque pour chacune des thématiques, souvent, donc il y a un projet qui est financé pour chaque thématique. Donc, ce qui n'est plus le cas, hein, d'ailleurs, c'est ce que vous a dit Elena pour l'appel 2023. Mais donc, souvent, il y a un projet qui est financé, un projet qui est entendu et généralement un projet qui est déposé et donc projets qui correspondent aussi parfois à des communautés qui ont déjà été établies dans des appels à projets précédents sur les programmes cadres précédents. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est que sur certains de ces appels, il y a eu 3 projets qui ont été déposés, donc ça n'empêche pas aussi, hein, de déposer des projets, mais le mieux c'est quand même de s'intégrer aux projets qui sont en train de se monter. Et puis, et sur certains appels aussi, il n'y a eu pas du tout de projets qui ont été déposés, donc notamment sur Global Value Chain and Europe Recovery from Socio-Economic Crisis. Alors, slide suivante. Si c'est possible, Elena. Attends, mais j'essaie, mais du coup, ça bouge pas. Ah, si. Voilà. Ça. Donc ici, voilà, ici sur cette slide, vous voyez les 8 projets qui ont été sélectionnés sur l'appel InfraServe 2021. Alors,
là, c'est une slide très rapide. Vous avez tous les résultats sur notre mini-site aussi, où vous pouvez aller voir voilà, un peu plus en détail les budgets, etc. Ce qu'il est bien de noter, c'est que donc il y a un projet qui est en coordination française qui a été obtenu, hein, le projet AgroServe. Et ce que vous pouvez voir aussi, ce qui est intéressant de noter, c'est que lorsqu'on est en coordination française, il y a généralement, et ça s'observe hein, également dans les autres appels où il y a une coordination française, il y a souvent davantage aussi hein, de participants français. Et donc, ce qui est aussi, ce que je voulais passer un petit peu comme message, c'est que des fois la coordination française est intéressante aussi, parce que ça permet voilà, de créer eh bien, un bon noyau, d'avoir plus de participants français dans les propositions, de créer des bons noyaux au niveau de la France qui s'intègrent évidemment dans le paysage européen beaucoup plus large. Donc, pour le détail, je vous invite, vous avez aussi hein, à droite donc, les partenaires français. Ce que vous voyez aussi, une deuxième peut-être remarque sur ça, c'est qu'il y a des partenaires français dans tous les projets qui ont été obtenus et donc sur toutes les thématiques. Et donc, ce qui nous montre donc avec la slide suivante aussi, que la France, voilà, merci Elena, la France en fait participe quand même assez fortement hein, dans ces appels à projets. Donc vous voyez ici avec ces slides, donc, le graphique présente le nombre de participants par pays. Donc sur les barres qui sont un peu plus claires, donc rose clair et bleu clair, ce sont le nombre de participants dans les projets évalués. Et puis les barres un peu plus foncées, ce sont les nombres de participants dans les projets qui ont été retenus. Et donc on voit que la France est 3e en nombre de participants évalués et retenus, après l'Italie et l'Allemagne. Et devant, si on peut dire, l'Espagne, la Belgique et les Pays-Bas. Et donc, il y a 24 participants français dans les propositions retenues. Vous les avez eu listées juste avant. Et donc, un taux de sélection au nombre de participants assez élevé de 77%. Si on regarde en matière de budget, donc slide suivante, s'il te plaît, Elena. J'essaie, mais en fait, je ne sais pas ce que se passe là. Ah, nos budgets, tu m'as dit. Ouais, ah bah, c'est ça budget. Mais de toute façon, je vais aller assez vite. Sur les budgets, ce qu'on peut voir, donc pareil, hein, là, ce que vous voyez sur les graphiques, c'est à peu près la même chose. C'est les demandes budgétaires sur les projets évalués pour ce qui est des barres en plus clair, et puis pour les projets qui ont été retenus pour les barres qui sont en plus foncées. Donc la France est 3e en matière de budget eh bien, capté, hein, demandé. Donc après l'Italie et l'Allemagne, donc on voit que évidemment, plus il y a de participants, plus il y a de budget capté. Néanmoins, ce qu'on peut voir aussi, c'est que la France est devant aussi l'Espagne et les Pays-Bas. Mais on voit que les Pays-Bas, par exemple, a moins de participants que la Belgique, mais plus de budget. Donc manifestement, ils demandent un peu plus en montant. Et donc, ce qu'on peut dire aussi en termes de budget, c'est qu'il y a eu un financement global de 88 millions hein, pour ces appels Infraserve 2021 de la part de la Commission européenne, et 13 millions ont été donc attribués. Les bénéficiaires français ont donc bénéficié justement d'un financement de 13 millions, donc soit 15% du budget total. Donc j'en ai terminé pour la présentation, ces quelques présentations voilà, des résultats d'Infraserve 2021 qui, on l'espère, vous donnent un peu une image des projets bah, voilà, qui sont déposés, retenus. Alors si on fait la slide suivante, du coup là, ce qui nous amène aussi maintenant à un peu quand même le cœur aussi hein, de ce webinaire, les critères de sélection et la procédure d'évaluation. Alors avant la présentation d'Amadou sur les ESR, on a souhaité vous donner quelques éléments un petit peu sur la manière dont se déroule donc la procédure de sélection et les critères. Alors un premier élément important qui nous semblait voilà, à souligner, c'est la prise en compte du contexte, et notamment du contexte politique, c'est-à-dire, et qui va vous servir très fortement, notamment pour répondre à la question de l'impact. Alors, le contexte, c'est évidemment le contexte politique dans lequel s'inscrivent hein, ces appels à projets. Les appels à projets infrastructures de recherche doivent répondre à des objectifs de politique publique, et donc les projets doivent permettre de de rencontrer ces objectifs de politique publique de la Commission européenne concernant les infrastructures de recherche.
Donc le premier conseil déjà pour les critères de sélection, c'est de lire, alors dans la mesure du possible, ce très beau document de programme de travail, donc qui est quand même assez dense, mais donc voilà, au moins d'en prendre connaissance, de lire aussi les éléments qui sont vraiment très généraux d'introduction, donc il y a toujours un texte au début, et puis aussi de lire justement le texte détaillé de la destination. Alors je sais que c'est sans doute enfoncer des portes ouvertes que de vous dire ça, mais encore une fois, c'est vraiment très important et on le voit dans les ESR que vous présentez Amadou après. Voilà, la prise en compte de ces textes n'est pas toujours, bah, voilà, exhaustif ou en tout cas bien ciblé. Et puis le deuxième niveau aussi qu'il y a à bien avoir en tête, c'est eh bien évidemment le texte de l'appel qui va vous donner donc les conditions générales de l'appel avec les critères supplémentaires qui s'appliquent à l'appel si voilà, il y a des critères supplémentaires, donc ce qui est le cas par exemple pour les infraserves. Et puis de prendre en compte aussi donc l'ensemble du texte de l'appel évidemment, mais en particulier, notamment pour l'impact et l'excellence, les expected outcomes, donc les résultats attendus. Et donc par exemple, vous devez remplir tous les critères, votre proposition doit remplir en fait doit répondre à tous ces expected outcomes. Et il est important de les avoir en tête puisque c'est les éléments que les évaluateurs vont aussi avoir en tête lorsqu'ils vont devoir remplir leur document qui est très formaté. Hein. Et donc, c'est ça qu'ils ont aussi en tête. Donc, encore l'idée, c'est de pouvoir faciliter le travail des évaluateurs. Alors, slide suivante, s'il te plaît, Elena. Donc, rapidement, ouais, sur les acteurs, voilà. Rapidement sur les acteurs, qui sont les personnes qui vont évaluer vos propositions? Alors, l'évaluation est conduite par des experts indépendants en général, souvent au nombre de 3 voire plus. Et donc, c'est comment sont sélectionner ces experts. Alors déjà, les experts s'inscrivent sur une base de données des experts. On vous a remis ici le lien. Vous-même, vous pouvez d'ailleurs vous inscrire en tant qu'expert, et ce qui est très intéressant hein, d'ailleurs hein, pour apprendre les processus d'évaluation. Donc, des personnes scientifiques, etc., s'inscrire sur cette base des experts. Et c'est dans cette base des experts que les agents de la Commission européenne vont constituer un groupe d'experts qui vont évaluer votre proposition. Alors, les groupes d'experts, donc les experts qui vont participer à ce groupe, sont sélectionnés en fonction du haut niveau de connaissances hein, dans le domaine de l'appel, mais aussi en fonction de leur connaissance des aspects de management de projet, d'innovation, d'exploitation, de dissémination et de communication. Donc, ce sont des éléments qui sont bien évidemment évalués dans votre, très précisément, donc ces aspects non d'exploitation, dissémination qui sont vraiment beaucoup pris en compte dans l'évaluation. Et puis après, voilà, évidemment, les experts il doit y avoir l'absence de conflit d'intérêts et puis équilibré, etc. Je vous ai remis ici donc la liste des experts 2021. Il est toujours intéressant d'aller voir qui sont les experts justement qui se sont inscrits et qui sont susceptibles d'évaluer vos propositions. Alors, slide suivante. Donc ça, c'est pareil. Alors, je pense que je vous invite aussi à aller voir cette slide donc, qui est issue hein, justement d'un webinaire sur l'évaluation. Donc, à la suite de ce webinaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différentes étapes dans le processus d'évaluation, notamment les évaluations individuelles, un groupe de avec les critères de sélection, le groupe de consensus qui permet en fait d'avoir une position commune. Ensuite, le comité de révision qui permet de notamment statuer sur les évaluations qui auraient posé un petit peu problème, où il y aura un conflit sur des interprétations, des évaluations qui seraient un petit peu dissonantes. Et donc, le comité de révision établit un commentaire et une note et qui permet justement de fournir l'Evaluation Summary Report. Et donc sur lequel se base la Commission européenne pour établir un classement. Alors, slide suivante. Les critères de sélection. Donc, vous les avez dans le template de votre proposition. Il faut vraiment les avoir en tête. Donc, il y a 3 critères de sélection. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un qui a un micro qui est allumé. Mais... Normalement, j'ai désactivé à nouveau les... Ouais.
hop là, merci Mamadou. Donc, qui sont les mêmes pour tous les projets, notamment collaboratifs. Alors là, RIA, Research and Innovation Action et Innovation Action. Pour les CSA, c'est un peu différent. Donc, 3 critères de sélection: excellence, impact et qualité et efficacité de la mise en œuvre. Donc pour l'excellence, c'est les objectifs du projet, le degré d'ambition du projet, la manière dont il va au-delà de l'état de l'art, la crédibilité de l'approche méthodologique, mais aussi, ce que vous voyez, la dimension du genre et de la science ouverte qui sont très importants. Et pour les infraserves, il y a un critère de sélection supplémentaire pour l'excellence, qui est qui concerne donc les accès, la manière dont vous allez présenter des activités qui offriront des accès aux infrastructures de pointe d'intérêt européennes, des services de haute qualité et qui permettront aux utilisateurs de mener d'excellentes recherches et donc voilà, les procédures d'accès, etc. L'autre critère, c'est l'impact, donc l'impact qui est aussi très important. Donc l'impact, c'est les objectifs et l'impact réalisés spécifiés, la manière dont le projet va répondre aux objectifs spécifiés dans le programme de travail. Donc on revient là sur le fait de bien maîtriser le texte de l'appel, mais aussi la destination dans laquelle ça s'insère et le côté texte général politique dans lequel il s'insère. La contribution de la PARC et la manière dont on va mesurer l'efficacité de ces mesures. Et puis, le troisième critère, c'est la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre. Donc c'est la manière dont votre projet est structuré sur la durée et puis en découpage. Donc là, vous allez avoir les work packages, la manière dont ceux-ci s'articulent, etc. Ces 3 critères sont notés sur la base d'une note, donc il y a un seuil. Donc vous devez, donc c'est 5, une note de 5 pour chacun de ces critères. Le seuil, c'est 3. Donc si un des critères est en dessous reçoit une note en dessous de 3, le projet n'est pas financé. Et puis le seuil global, c'est 10 et donc 10 sur 15. Et donc si vous recevez une note en dessous de 10, le projet n'est pas évalué non plus. Donc slide suivante. Là, je vous ai mis aussi les propositions ex aequo, mais je vais aussi voilà, vous inviter à aller regarder ça à manière de tête reposée un peu plus tard. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de propositions ex aequo, la Commission européenne va regarder plusieurs éléments, dont le fait de savoir si vous avez traité des éléments qui ne sont pas dans les autres propositions. La Commission européenne va regarder après l'excellence, ensuite l'impact, ensuite la gender balance de votre projet, et puis ensuite la diversité géographique, et ensuite tout un ensemble d'autres facteurs. Donc voilà, ce sont des éléments aussi à traiter dans votre proposition et qui rentrent aussi dans les critères de sélection. Je passe maintenant la parole à Amadou qui va vous présenter une analyse des ESR. Bonjour tout le monde. Donc là, on va un peu attaquer le plat de résistance du webinaire. On va égrener quelques conseils principaux à garder en tête au moment de la rédaction de vos proposals, ou les conseils que vous pouvez faire suivre aux personnes qui seront en charge de cette rédaction. Juste avant d'entamer le premier critère, je vous rappelle qu'en fait, cette analyse est basée sur les ESR des InfraServe 2021 et qu'on on a tenu à prendre les commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, les plus récurrents et ceux qui nous ont semblé les plus impactants sur la proposition en termes de bonus ou en termes de malus. Donc je commence. Hélène vous a présenté les critères. Le premier critère, c'est le critère d'excellence. Donc qu'est-ce qui a été relevé par les évaluateurs comme étant particulièrement positif, particulièrement négatif? Ça, ce sont les 2 premières colonnes. Et on peut en déduire quelques questions très concrètes et très pragmatiques à se poser au-delà de ce qui est écrit dans les recommandations des templates ou du work programme. La première chose, c'est que les objectifs qui sont définis en lien avec le work programme sont vraiment évalués en fonction de s'ils sont pertinents, en fonction de s'ils sont vraiment liés aux objectifs du work programme, donc qui sont littéralement explicités dans la partie scope du work programme. Et ça paraît une évidence, mais en fait, vraiment, il y a beaucoup de projets qui en manquent, et ceux qui font bien référence à ce lien-là et qui cernent bien vraiment le contexte, on voit qu'ils sont vraiment bien évalués et bien mis en avant. Concrètement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans le contexte des infrastructures de recherche? Si par exemple, vous prenez une interdisciplinarité entre plusieurs domaines,
il ne suffit pas juste de mentionner les domaines et d'avoir dans son consortium plusieurs acteurs qui sont dans plusieurs domaines différents. Il faut vraiment être crédible et concret sur la façon dont je vais améliorer le service de mon infrastructure en parallèle avec cet autre domaine-là, sans avoir vraiment de connivence directe, mais comment, en ayant deux domaines différents, on peut contribuer à améliorer nos propres services. Ce qui en découle aussi de cette analyse, c'est que souvent on oublie que donc l'infrastructure de recherche, elle doit être vraiment d'envergure nationale, d'envergure européenne. En tout cas, elle doit proposer un service ou un équipement qui n'est pas commun et qui est vraiment à la pointe de ce qui se fait. Donc ce côté-là est bien valorisé. Mais ce qu'il ne faut pas oublier de valoriser, c'est finalement, est-ce qu'elle va servir aussi une recherche d'excellence? Donc il ne faut pas oublier d'aller jusqu'à l'autre bout du spectre et de se dire, oui, je développe ces nouveaux services dans ces infrastructures, oui, j'améliore mes accès, mais surtout, in fine, les utilisateurs vont pouvoir produire une science ou des travaux de technologie avancés qui vont permettre de combler les gaps scientifiques et les enjeux qui s'offrent à nous. Donc vraiment aller jusqu'au bout du continuum, infrastructure, utilisateur et portée de la recherche qui va être menée par les utilisateurs dans les plateformes. Là encore, il faut que ça soit bien mis en avant. Donc, je vais égrener quelques autres commentaires, on va dire les plus essentiels, hein, qui se retrouvent à la fois dans les bonus et les malus. Il faut vraiment être clair sur les modalités d'accès. Les accès, il faut bien dissocier les accès physiques, des accès à distance et des accès virtuels. Chaque accès correspond vraiment à un mode particulier qui lui est propre et doit mettre en œuvre une procédure bien claire. Sinon, le projet vraiment est évalué négativement puisque InfraServe, c'est la thématique par excellence qui permet de favoriser les accès. Et donc, on veut avoir une lisibilité parfaite sur le mode d'accès et sur les modalités qui permettent de simplifier et d'harmoniser tous ces accès-là. Je pioche aussi dans cette liste, qui n'est pas exhaustive, mais encore une fois qui découle d'une analyse subjective des ESR, la dimension Open Science. La dimension Open Science depuis Horizon Europe est évaluée dans le critère excellence. On parle aussi de l'Open Science et de toutes les modalités, on va dire, d'ouverture et de mise en accès des résultats et des données dans les critères implémentation. Mais ça compte vraiment dans le critère excellence, et donc la Commission européenne met un point d'honneur à ce que ce soit souligné de façon claire. Donc là, encore une fois, le mot d'ordre, c'est toujours crédibilité, illustration et démonstration. Il faut vraiment faire référence à toutes les pratiques Open Science qui vont être mises en œuvre. Quand je parle de pratiques Open Science, vous avez des guides méthodologiques qui vous listent un peu tout ce qu'il faut faire et qui est obligatoire. Donc, c'est ce qui s'appelle Mandatory Open Science Practices et toutes les pratiques qui sont recommandées. La seule différence entre les deux, c'est que la pratique obligatoire, vous n'allez pas forcément avoir un point de plus puisque c'est obligatoire, donc c'est une obligation contractuelle. Par contre, vous serez pénalisé si vous ne le mentionnez pas. Concernant la pratique recommandée, vous n'aurez pas de malus si vous ne les mentionnez pas, mais vous aurez un bonus si vous les mentionnez. Donc, tout ceci peut paraître abstrait, mais on mettra à disposition vraiment le lien vers les différentes pratiques Open Science et la façon d'y référer pour optimiser les chances de succès de son projet. Alors, je vais prendre une question en live pour rythmer un peu plus la présentation. Monsieur Yves Rosenholk, vous pouvez Oui, prendre la parole. Bonjour. Merci pour cette présentation. Une petite question entre le InfraServe et le InfraEOSC sur le fait de construire une infrastructure de service qui pourrait être utilisée avec des données ouvertes. C'est-à-dire, la question, est-ce qu'il vaut mieux partir sur de l'infraserve ou est-ce qu'il vaut mieux partir sur les infra-OSC? Je ne sais pas si tu veux répondre, Amadou ou... Vas-y, continue. Alors là, vous avez ces deux appels. Alors, InfraEOSC, c'est une autre destination du programme de travail infrastructure de recherche. InfraEOSC et InfraServe n'ont pas du tout les mêmes objectifs. C'est-à-dire que InfraServe, l'idée, c'est vraiment donc de fournir des services aux utilisateurs, et c'est ce que ça va financer. En principal, c'est des accès.
vous pouvez développer un petit peu quelques services, mais ça doit être très mineur et ça doit être aussi, les services doivent être accessibles durant la durée de votre projet. Donc si vous avez, donc là, on est vraiment dans InfraServe axé sur les utilisateurs, les scientifiques qui vont venir utiliser les services de votre groupe d'infrastructures. Sur InfraEOSC, là, vous allez, sur la destination InfraEOSC, vous allez avoir plusieurs appels qui vont être donc assez divers dans la destination InfraEOSC. Il va y avoir donc la construction des OSC, donc European Open Science Cloud elle-même, la mise en place de politiques de sciences ouvertes, mais c'est aussi par exemple la mise en place de normes pour les métadonnées par exemple, ou ce genre de choses qui sont un peu générales, et puis le développement de services qui vont alimenter EOSC. Donc on est vraiment sur deux appels qui sont tout à fait différents, donc ça dépend en fait de votre projet, de ce que vous voulez. Par contre, dans InfraServe, si vous avez des services avec un grand nombre de données et que vous dites dans InfraServe que aussi, pour faciliter l'accès à un ensemble d'utilisateurs plus large, vous l'avez l'intégré à EOSC, là, c'est aussi un plus pour votre projet. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Alors, votre micro je pense est que le coupé, micro est coupé. mais peut-être qu'on Excusez-moi. peut... C'est d'une manière. Enfin, je veux pas être. Oui et non, ça répond au sens où, quand vous avez des projets qui sont réellement à cheval entre les deux, là, vous dites que InfraServe, c'est des services qui sont déjà en place et qui sont mis à la disposition, alors que l'autre construit des services? Alors, ça peut être, c'est l'alimentation d'EOSC. Mais de fait, dans votre projet InfraServe, vous pouvez avoir des services qui vont être intégrés à EOSC. Mais de fait, dans InfraServe, vous pouvez avoir du développement un petit peu de services, mais c'est très clairement écrit aussi dans le texte de l'appel. Il faut que ce soit des services qui soient disponibles avant la fin du projet. Sur InfraServe, c'est les utilisateurs qui sont au cœur de la proposition. Mais on peut en rediscuter si vous voulez en fonction pour Ouais, je affiner pense un qu'on petit peu je justement pense les qu'on choses, je va pense, ouais, après. on va continuer sur les impacts et puis on va affiner les choses parce qu'en fait, on prend la question dans l'autre sens. Normalement, en principe, on cherche à savoir quel est votre projet, qu'est-ce que vous souhaitez faire et accomplir, et ensuite on vous aiguille vers l'appel le plus pertinent. Et votre projet peut très bien se trouver à cheval sur les deux, dans quel cas il va falloir discerner ce qui a le plus de chances de marcher et ce qui est le plus intéressant pour la communauté. Donc, très rapidement, je pense avoir évoqué les points un peu essentiels. Donc ici, pour résumer, ne rien affirmer sans l'illustrer, ne rien affirmer sans avoir vraiment une argumentation qui permette d'étayer le lien entre les objectifs du projet, le work programme, et surtout faire attention à tous ces aspects qui sont transverses, comme l'open science, comme le gender dimension, pour faire en sorte que vraiment la proposition soit robuste. Donc voilà ce que je pouvais dire en résumé sur les critères excellence par rapport aux ESR et aux commentaires qui sont redescendus. Je vais passer au deuxième critère. Si tu veux bien passer à la slide suivante, Elena. Donc, c'est le critère impact qu'Hélène vous a présenté. Ce qui ressort en fait de ce critère-là, finalement, c'est un peu les mêmes choses que pour le critère excellence. C'est-à-dire qu'un impact, c'est une projection à moyen long terme des retombées de notre projet. Donc ce ne sont pas les résultats eux-mêmes, ce sont les retombées du projet. Et là encore, elles doivent être crédibles et chiffrées. Je développe une nouvelle technologie qui s'adresse à la recherche pour le cancer et qui va, voilà, là c'est un résultat. Grâce à cette technologie, je vais pouvoir avoir tant de succès de rémission au niveau des thérapies à échéance de tant d'années. Là, on est plus sur un impact. Grâce à cette technologie, je vais pouvoir la mettre à disposition d'industriels ou pouvoir breveter et ensuite arriver comme ça par incrémentation à avoir une technologie beaucoup plus performante qui sera diffusée dans X hôpitaux et etc. Là, on est aussi sur la notion d'impact. Donc l'impact, c'est une projection long terme, mais la synthèse que je vais vous donner, c'est pas parce que c'est long terme qu'on peut faire l'économie en fait d'un détail, d'une explication et d'une justification vraiment hors de reproche. Je fais aussi un topo très rapide sur exploitation, dissémination et communication. Sachez déjà,
comme disait Hélène en introduction, que le Work Programme, c'est censé être la référence absolue. Dans le Work Programme, vous allez avoir certains projets qui sont exemples de plans d'exploitation et de dissémination ou exemples de Gender Dimension. Et quand il n'y a pas cette exemption, c'est que ces plans-là sont obligatoires et qu'ils doivent être démontrés. Je fais un topo sur ces aspects-là parce qu'il y a souvent dans les ESR, donc les rapports d'évaluation, des conclusions qui sont faites et donc ça induit un peu un flou qui pénalise les propositions. Quand on parle de communication ou plan de communication, en fait, on parle de toute la promotion des activités qui vont être mises en œuvre au cours du projet. Donc ça va être site internet, communication via les réseaux sociaux, ça va être workshop, ça va être école d'été, tout ce qui permet de parler et de faire parler du projet dans son ensemble. On ne parle pas uniquement des résultats, mais on parle des activités qui sont mises en œuvre. Ça, c'est la communication. Ensuite, la dissémination, on est sur un champ qui est un peu plus restreint, puisque là, on parle stricto sensu de la dissémination des résultats. Comment est-ce qu'on va rendre visibles les résultats qui seront générés dans le projet? Donc là, on voit que la cible, elle change légèrement, puisque, donc évidemment, à chaque fois, c'est ouvert, mais on est plus sur une visibilité des résultats dans l'objectif qu'ils soient réutilisés par la communauté scientifique, que par incrémentation, on puisse construire d'autres résultats dessus. Donc là, ça va plus être les revues scientifiques, ça va plus être les canaux qui sont vraiment dédiés et spécialisés. Et encore une fois, à adapter à votre projet, parce que vous pouvez très bien cibler plusieurs communautés différentes. Et là, vous voyez que ça fait vraiment le lien avec EOSC, puisque la mise à disposition des résultats est aussi une obligation contractuelle. Donc là, on est sur la dissémination. Et l'exploitation, c'est finalement comment ceux qui ont eu à disposition les résultats vont s'en servir et vont les réapproprier. Donc là, on a la communauté scientifique, évidemment, mais ça peut être plus large. On a aussi les pouvoirs politiques. Comment on va influer sur la politique en ayant vraiment découvert des inventions ou bien des connaissances qui sortent de l'état de l'art dans tel domaine. Et on est vraiment sur l'appropriation des résultats par des tiers. Donc, communication, je fais de la publicité, je fais de la promo sur tout ce qui est lié à mon projet. Dissémination, je rends visible mes résultats dans l'objectif qu'ils soient réutilisés. Et la fin de la boucle, c'est exploitation. À ce moment-là, ils sont réutilisés. On peut aussi avoir l'exploitation évidemment commerciale en passant par les brevets ou par toute autre forme de valorisation. Voilà, donc là, encore une fois, vous allez avoir une liste de questions à bien garder en tête et plus elles ont l'air banales et plus il faut y prêter attention parce que justement, c'est parce qu'on n'y prête pas attention que ça pénalise le projet in fine. Je vais terminer sur la partie mise en œuvre. Elena, si tu veux bien passer à la 3e slide. Donc la partie mise en œuvre, c'est un critère qui est aussi important puisque une fois qu'on a donné nos objectifs, une fois qu'on a fait une projection sur nos impacts, il faut vraiment soutenir et crédibiliser tout ça avec un plan d'action. Donc la mise en œuvre, c'est le plan d'action. Comment je fais pour atteindre mes objectifs qui doivent être en lien avec le Work Programme? Là, encore une fois, à chaque fois, vous avez le même point, c'est que le lien avec le Work Programme n'est pas clair, n'est pas évident. C'est pour ça que, comme on échangeait tout à l'heure avec notre interlocuteur, la base, ça doit être vraiment scruter le Work Programme à la loupe pour savoir si on est dans le champ ou pas. Et une fois qu'on est dans le champ, y répondre de manière très concrète. Donc, comment est-ce qu'on a mis en œuvre un plan d'action en lien avec les résultats? Il faut être bien précis sur les work programs, les livrables et les milestones. Plus spécifiquement, puisqu'on parle d'accès et d'infraserve, il est très important de détailler les procédures de sélection des utilisateurs qui seront faites, de les adapter aux utilisateurs. Typiquement dans les TNA, donc les Transnational Access Costs, on a un panel d'experts qui évalue les propositions d'accès qui sont faites. Il faut que ce panel d'experts soit compétent par rapport aux utilisateurs qui peuvent être amenés à candidater. Pour les Virtual Access, le contexte économique, politique et même actuel fait qu'il y a beaucoup plus d'accès virtuels qui sont mis en œuvre, mais il ne faut pas oublier de bien détailler les procédures qui seront mises en œuvre. Donc là, il n'y a pas de sélection, mais comment, en gros, on rend accessible nos infrastructures, nos bases de données, nos ressources digitales à la communauté et comment est-ce que ça peut être visible. Je vais terminer sur un point
qui n'est pas moins important et qui va se retrouver dans une des catégories, c'est l'évaluation du budget et l'équilibre entre le consortium. Les projets InfraServe qui font appel à des coûts d'accès transnationaux et coûts d'accès virtuels sont assez complexes. Il faut vraiment avoir une évaluation du budget qui soit précise. La raison, elle est simple, c'est qu'une fois que le projet est financé, si on n'a pas fait cette évaluation précise avec suffisamment de précautions, on peut être amené à sous-estimer en fait les coûts qui seront générés par les accès et des fois à perdre de l'argent. Donc ça, c'est important et c'est dès la phase du montage que ça se travaille. Donc, on aura des communications très, très précises sur les aspects budgétaires pour que vous en saisissiez les tenants et les aboutissants. Mais je voulais juste mettre le doigt là-dessus. Et aussi l'équilibre au niveau du consortium, c'est-à-dire qu'il n'est pas logique que certains membres du consortium aient un budget plus élevé alors que leurs tâches ne sont pas aussi élevées que celles du coordonnateur, par exemple. Et ça, ce sont des cas très concrets qu'on a vus et qui ont été relevés comme étant négatifs. Et encore une fois, ces points positifs et ces points pénalisants vous amènent à vous poser très concrètement certaines questions qu'il faut vraiment avoir en tête au moment où on rédige. Voilà pour la partie mise en œuvre, impact et puis excellence sous le prisme des rapports d'évaluation. Ce que je vous propose, c'est que nous passions au témoignage, puisque peut-être que certaines choses vont être complétées ou bien justement ajoutées, et qu'ensuite on fasse une session de questions-réponses exhaustive. On va forcément déborder, mais on va essayer de limiter au mieux ce débordement. Donc là, je passe la parole à Davidé qui a gentiment accepté de témoigner pour avoir son retour par rapport au projet qu'il a déposé, au projet que l'infrastructure a obtenu. Davidé, the floor is yours in English, in French, it's up to you. Okay, hello everybody. Can I have the rights to share the presentation? Yes, you can. Normally, you can display your presentation. Because I see that only meeting organizer and presenters can share. So maybe if just I have the presenter rights. I allowed you to share your presentation. Did you try to do so? Yeah, but it do not seems to work. Let me see. Let me check this. Because I am currently I'm an attendee. I don't know why. Okay, could you try just to do so yes, now? I think now it. I think. Let me see when. Okay, can you see? Yes, we can. Yes, it's perfect. Okay. Hi everybody. I'm Davide Cioccio from EMBRC. And in my presentation, I will talk about the InfraServe call where our organization has participated. I will explain a little bit our role, and also I will give some, let's say, feedback about the grant preparation phase. Hopefully, this will be also useful for you for the next InfraServe call. So before to start, some word about EMBRC. EMBRC is a European research infrastructure that provides services and facilities to support research and innovation in the field of marine biology and ecology. So we provide access to ecosystem and their biodiversity, and also to different kind of facilities and platform. I will show very briefly which of them are afterwards. EMBRC currently counts is present in 10 countries and also give access to 70 different sites. So these are all our partners so far. And it in 2018 received the legal status of European Research Infrastructure Consortium. So we are now an ERIC, how it is called. So probably, I don't know how much will be useful, but just as a reminder, what is a research infrastructure? So this is defined as from the European Commission as facility that provide research and services for research community to conduct research and innovation. So this, of course, it's fully into the scope of the InfraServe calls.
And yeah, there are different research infrastructure in Europe, and MRC current is present in the community of life science and of environmental sciences. So the field, the core of activity of MRC is of course marine biology and ecology, but we are also involved in different kind of research, both fundamental and applied. As from fundamental research, we span from environmental science and evolution, taxonomy, ecology, while regarding applied research, we provide services that can be useful for aquaculture, biomedical research, agronomy, and pharmaceutical research. So the services that MRC provides are very wide. They go from the ecosystem access, and here we mean coastal research vessel and scientific diving team that can access the environment and sample different organisms or other kind of matrices, environmental matrices. We give access to biological resources, meaning here culture collection. So we keep alive the different kind of strain, different kind of organism, but also they can be also accessed as fixed samples in our biobanks. And there are also all different kind of facilities that can be used to make experiment on these organisms, such as aquaria, tanks, but also to analyze them with dry and wet laboratories, or also to make more sophisticated analysis using the different kind of microscope or platform for bios to test them in different bioassays, or also to perform molecular analysis with structure and chemical analysis. And we give access as well to e-services and to library, to different kind of bibliographic database. So regarding, getting more into the focus of the topic of this webinar, MRC has participated to the InfraServe call in 2021 in four different calls. That one that I highlight here. And so yes, we have been successful in all four of them. The topic were quite different, but okay, in a moment I will, in the next slide I will show what this project are about. So regarding the topic about cancer, our project has been accepted and funded. It's called CanServe, and it's of course to support the cancer research. In another call, the project AgroServe has been funded, and MRC is also as well as there as well. And this is also true for the project A for Life, that was about working with imaging data, and also in the project Isidore. So this project was not really into the InfraServe call, but was into the another kind of call called Infra Emergency. But I found relevant to keep it in consideration, because there are some feedback that we may I want to share with you. This project, as you can see, has been the one with the higher budget, but also with the higher number of partners, now counting to more than 150. Few words about the role of MRC in this project, but then I will go to the feedback. So in the CanServe project, there are 3 partner institutes of MRC that participate, and they provide the services in this project we provide marine model organism. So these are mostly invertebrates that they can be used to explore the metabolic pathway of cancer. And so these they can be easily manipulated, and also we also give access to genetically modified organism to work. Of invertebrate, in order to explore more in detail other basic processes in cancer. Then, in the AgroServe project, which is about sustainable agroecological transition, we participate there with 8 partners. And we provide the services mostly for aquaculture.
So, but also all the different services that facilities that can be used to analyze organism kept in culture there, but also to more sophisticated platform to analyze the nutrients. And also, I mean, all the marine organism can also be used as feed additives into the husbandry. So we are there for this reason. Regarding A4Life instead, which is a project for the use of artificial intelligence for image data analysis, there we do not provide service. We participate in A4Life just with a small component about the communication. This is because the biological scientific community of reference can be really interested in using more sophisticated kind of analysis there. So, I mean, in this project, we'll mostly be in contact with them and advertise the open calls that will be launched in the project. And regarding EasyDoor instead, which is a project for the preparedness to next pandemic waves or infectious diseases, such as also COVID-19, we participate with 3 partner institutes, and here MBRC give access to compound libraries that can be used for compound libraries obtained from marine organisms that can be used for being used as a vaccine coadjuvants, or also to test, let's say, molecular pathway of virus infection using marine model organism as well. Okay, but now some feedback about the grant preparation phase, and also, yeah, I would like to also to share some suggestion about this phase. Let's say analyzing some of the issue that we have faced during this preparation phase. So in InfraServe call, what I mean, we found quite I mean, something that one issue that we identified is that answering to EU challenges as cancer or climate risk, or also I mean, all the different challenges that were announced in the code required a very wide service offer. So this was also related to the fact, I mean, the European Commission also give quite a consistent budget to answer these big challenges, but this result also in having, I mean, in the participation or building consortium that were composed of several, I mean, multiple partners, as we have seen in the EasyDoor project. So sometimes, I mean, what we have found as experience is that, at least for MBRC, was not so easy to present the case. So it's like it was not so easy to demonstrate how marine resources can be used to, I mean, to address these challenges. So the suggestion that I would give during the grant preparation phase is to present really well the case of your research infrastructure, of your organization, and in particular the services that you offer. Also, I mean, mainly to the, I mean, to the partner that is coordinating the writing of the draft to be proposed. Then another issue that we faced is that, I mean, compared to the past, where the infra with other calls were addressed more to a general provision of services, then this time for the InfraServe 2021, we were instead called to have in place already turnkey services, so services that can really address these high level challenges. So the experience in MBRC has been that we had to, I mean, target our services to solve this issue, and this has been done already in the past with some. I mean, thanks to some cluster project such as Embrick and Corbel. In this project, we were, I mean, we collaborated with other research infrastructure in order to build a pipeline of services, so services that were cross research infrastructure, in order to better answer to, I mean, to have service in place to answer
higher scientific problem. But I mean, there is really a lot of work that still needs to be done. For that, in some cases, this pipeline were used during the project, but then they've been not sustained in the into the future, and so also now. So as a suggestion, I would say that it would be good to work in advance on integrating the services that you have already in your organization. So making all the partner works together, but also to have the services that are to work with the other partners and keep this connection also also over time, in order to have services that are let's say challenge oriented. So two other issues that are more related to the administrative part. So one consistent activity of the InfraServe call is of course transnational access. So the issue here is that in order to all the documentation to provide, it's sometimes may result quite difficult to fill. And I speak here in particular about this so-called TNA cost calculation table. So MRC has been has some experience with these all these cost calculation, because we were helped by previous transnational access program, but the difficulty in filling this form is to involve a different component of your own organization. Both the researcher, the scientists are needed, but also the administrative personnel. So in some cases, in case of a big, great organization, it's not so easy to make the different component of an institute to work together. But this is really something that is needed in order to have, let's say, quite defined, well-defined TNA tables. Something else about the tables. The one issue is also the number of service that a given partner may offer. So while in the TNA table you need to define the installation, so being very precise about their cost. What we have found in the previous TNA programs is that the users of the services through the TNA program sometimes are really creative. So they may want also to use some installation, so some service that has not been costed and so identified to be accessed. So the suggestion is to be, let's say, inclusive in the service software. So meaning that to give access to a wider span of services in a given partner. Of course, this brings to, let's say, consequences. Is that in case you want to, let's say, give access to multiple installation, you need to cost them, all of them. And so this may result in some difficulty for calculating the cost, but also in the reporting phase. But on the other hand, also providing access to just one installation, it may be, so considering one institute as one installation in global, will be quite difficult to demonstrate in case of AC audits. So the suggestion is to find a balance and give access for a given partner to a number of 2, 3, or maximum 4 different installations. Something else about the allocation of the TA funds. How to what I can suggest regarding the TNA budget and how to allocate these. So there is an issue about the TNA. It is that the access cannot be predicted, meaning that the number of applications and the project funded, the number of TNA users, and how they will use how much they will use the installation cannot be predicted. This is, it's a free market for all the research community of reference. So a way to, let's say, mitigate this the unpredictability of user access is to allocate the budget to just one partner,
and using then affiliated entities, so all the partner institutes affiliated to one organization, and to allocate the central the budget for TNA only to the main partner, and so this will allow to redistribute internally the budget in an easier way, rather than go through amendments that at let's say administrative level are quite let's say burdensome to face. Anyway, the experience is that the amendments will be so far have been has still been the method in which the European Commission asked to redistribute budget, and this is a very high, let's say, high chance to happen, because during the implementation of the project, there may be partners that have used most of the budget already, while there will be also other partners in the consortium that have spent less. So a redistribution of the TNA funds may be something that will, let's say, likely happen. And there is no way to overcome this. What is possible to do is to, let's say, pre-allocate the budget among affiliated entities, because in this way, one partner, one affiliated entity can keep track of how much access has been provided, and also how much budget is currently will be currently available for next call. And to conclude, just one point about open science. What I found in all the projects, in the 4 projects that have been accepted and where we participate, is that in all the projects there is a dedicated work package that deal with the open science requirement. And in this case, it's not needed to reinvent the wheel. There are many initiatives and many platforms that deals with open science. So the suggestion is to have, let's say, some task that relates all the work done in your project and all the research outcome produced, and link them to all these different let's say, website or initiative that can make all the science produced open as possible. So with this, I conclude, and I thank you for your attention, and I'm happy to receive any question that you may have. Let me see. Oh, okay. Thank you very much, Davide. It was very insightful and complementary to what we just presented. Est-ce que quelqu'un aurait des questions précisément sur ce qui vient d'être présenté à Davide, ce qui a été présenté avant? On va quand même prendre quelques questions avant de conclure, histoire que vous en sortiez avec une vision claire. Alors, on a... Oui. Madame Avila? Oui. Oui, bonjour. Je suis Lydiane Avila. Je travaille à la Grande Office à l'Institut Pasteur. Et j'ai une question par rapport à la participation des infrastructures de recherche dans ce type de projet. Et ce que j'ai vu que ce n'est pas nécessaire la participation au niveau de TNA. Et même si c'est un projet infraserve. Et c'est ça que j'ai vu dans votre participation au projet AI for Life, je pense. Que ce n'est pas une participation au TNA, mais c'est une participation à notre niveau. Et c'est ça une opportunité peut-être de participer à des projets infraserve qui c'est pas... Mais on va dire qu'ils ne collent pas avec les services peut-être qu'on a, mais qu'on peut contribuer à notre niveau et d'avoir un budget pour développer notre compétence dans notre projet, dans notre infrastructure, je pense. Et c'est pas... Je voudrais que vous peut-être nous expliquez si vous savez ou si vous connaissez autre cas peut-être de participer que votre cas, mais si vous pouvez développer cette idée.
un peu. Davide, I think it's a question for you. For you. So, I think this is exactly what it was into the vision of the project. Well, in A4Life there will be a dedicated budget for launching open call. So in this way, there will be costs that will be launched to receive application to analyze image dataset, and of course here I can imagine that regarding the marine community, I imagine that there will be a dataset of imaging for the let's say infectious pathway, or also to the all the marine biodiversity analysis using artificial intelligence. And so in this way, there will be a community of computer scientists that will be involved to address this biological question. Of course, but okay, these need to be evaluated by them. But of course, this I think that it's a way to open the marine biological community also to other, let's say, other kind of communities that are not traditionally the one that we work with. So I think that yes, there is not TNA there, but maybe it's more virtual access. We may consider it like that. But yeah, I think it's a good tool to, let's say, to explore new fields, to analyze the data that are produced in our domain. Sorry. It's just to maybe make clear my point that is perhaps it's also possible to participate in other level, perhaps GRA or other activities in the project that not necessarily involve TNA if you don't have anything that match perfectly with this. So just GA doesn't exist anymore in InfraServe. Research, la partie research, oui. Yeah, but in InfraServe, now it's the Infratech calls who are dedicated to the research and in order to improve the research infrastructures. But I think what I can understand, the topic that Davide mentioned is very specific. It's about image data, and it was a call, and quite an open call, specific on image data and open to all scientific communities. And so I think it's quite different from the others call. And just maybe, Davide, I think it's like you were like you interviewed like an expert, kind of expert in the evaluation, and you bring expertise in the project. Is that right? Maybe it's the way to you can access to this kind of project, but maybe I'm mistaken. No, so in the A4Life, we are there just to, let's say, address our community and share, advertise the call that will be launched. So we have a small let's say, very few per month for communication, just that in order that our community is then aware of this possibility. So yeah, it's a very small component there that we have there. Still, it's quite interesting to participate and see what could be done. Donc en fait, voilà, je pense qu'on peut quand même souligner que InfraServe, même si vous n'ouvrez pas votre plateforme à des utilisateurs, tout ce que vous faites doit permettre de favoriser des accès, même si ce n'est pas vers votre plateforme, vers d'autres plateformes. Donc, vous devez avoir une contribution qui va dans ce sens parce qu'on est quand même sur la logique d'utilisateur. Et pour rebondir sur les activités de recherche qui n'existent plus, vous pouvez encore avoir et mener des activités de recherche dans un InfraServe, mais il faut qu'elles soient dans l'objectif d'améliorer les services d'une des plateformes. Oui, pas en parallèle. Que ces services soient disponibles avant la fin du projet.
de fait. Mais oui, et puis surtout là, ce qui est intéressant, effectivement, c'est d'intégrer en fait dans le consortium, et c'est ce qu'on voit dans les EFSR, toutes les participants qui peuvent permettre de toucher au mieux, en fait, même en matière de communication, de dissémination, toutes les communautés qui permettraient, notamment scientifiques, qui permettraient justement d'aboutir aux résultats et à l'impact voulu dans les domaines scientifiques qui sont ciblés par les InfraServe. Donc ça peut être effectivement une des possibilités d'intégrer en fait des communautés qui vont permettre de mettre à disposition un réseau de personnes qui seraient intéressantes pour l'infrastructure. Alors, il y a une question dans le chat. Donc la question de Julie Després, pour l'école orientée thématique, doit-on adresser une seule des thématiques proposées ou pouvons-nous avoir une approche sur plusieurs de ces thématiques? Je vais bien commencer la réponse et puis je laisserai mes collègues compléter. Et Julie, si ça ne répond pas à ta question, n'hésite pas. Donc en fait, les calls orientés thématiques, c'est les challenge-driven calls, donc avec une thématique et puis des priorités qui sont listées et bien détaillées. Ce qu'on suggère, c'est vraiment que le consortium couvre le plus grand nombre de thématiques et de priorités qui sont listées pour une raison très précise, c'est que dans ces projets-là, si vous êtes à ex-aequo avec d'autres projets évalués, on va pas uniquement prendre les critères d'évaluation tels qu'on a, même sans les ex-aequo d'ailleurs, on ne va pas uniquement prendre les critères d'excellence, d'impact et de mise en œuvre, on va prioriser les projets qui couvriront le plus de thématiques possibles. Donc ceux qui couvrent le plus de thématiques possibles seront favorisés par rapport à ceux qui en couvrent beaucoup moins. Donc, vous vous donnez une chance dans ce sens-là. Je suis pas. Alors moi, je suis pas sûre. Je sais pas si peut-être des précisions. Enfin, si vous voulez apporter des précisions, Julie. Là, c'est dans un thématique ou c'est. Est-ce que vous, en tant que participant, vous pouvez participer à plusieurs des calls thématiques, c'est ça? Ah oui. Non. Bonjour, merci pour vos présentations. Du coup, non, c'est savoir si au sein d'un même projet, on peut aborder plusieurs des thématiques qui ont été listées et avoir une approche du coup interdisciplinaire, on va dire, ou pas du tout, ou s'il y a juste un projet sur une thématique qui sera sélectionnée. Un projet par thématique. Alors, je ne vois pas à quel projet vous faites allusion, si ce n'est les projets justement avec des thématiques qui sont identifiées, des appels ciblés. Oui, c'est ça, c'est cela. Voilà. Du coup, je maintiens ma réponse et un partenaire peut effectivement aussi être à cheval sur plusieurs thématiques. Ma réponse, elle valait pour l'échelle du consortium. Et ensuite, chaque partenaire, en fonction de la valeur ajoutée, c'est un point très important. Il faut vraiment qu'il y ait une pertinence de l'implication d'un partenaire. Et si vraiment cette pertinence est là et démontrée, alors oui, c'est tout à fait possible. Très bien, merci beaucoup. Il est 11h20. Ce que je vous propose, à moins qu'il y ait une autre question, s'il y a une autre question, d'en prendre une dernière. Donc on fera aussi court que la question si possible. Et sinon, nous allons nous acheminer vers la clôture de la session. Mais bon, on peut prendre encore une question rapide si vous en avez une. Hop. Alors, je vous remets. Alors, pour le mail de contact, c'est PCN. Alors, du coup, j'ai un doute maintenant. Donc, il est à la fin de la présentation. Comme nous... Oui, j'essaie de partager le... Alors, je ne sais pas où je suis. Et entre-temps, alors on voit ton écran, Elena. Là, on voit tes mails, Elena. Alors, d'accord. Voilà. Oui. Et entre-temps, donc j'en profite, sur le site, pendant cette présentation, sur notre site, donc où je viens de vous remettre le lien, les événements à venir ont été mis à jour. Donc, prochain événement du PCN, donc il y a une journée d'information de la Commission européenne sur les appels 2023-2024. Vous avez le programme sur notre site et une journée d'information organisée par notre PCN le 14 décembre.
Et tout ça a été mis à jour pendant qu'on parlait, donc je me permets de réinsister. Et oui, les slides, on mettra justement les slides sur notre site, pareil, au même endroit. Donc là, vous pouvez aussi revoir tous nos webinaires passés. Et donc, alors c'est la Là, dernière j'ai slide. essayé de mettre la slide avec les coordonnées et les sites. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui. Oui, Et c'est très là, bien. hop, Parce que voilà, c'est ça. Trop petit. On devrait le trop connaître petit. par Bah, cœur. de toute Je l'ai. façon, vous allez les retrouver sur le site internet. Comme on a dit, le webinaire est enregistré. Donc, vous allez les retrouver. C'est le site Horizon Europe, en fait, du ministère. Donc, sur le Horizon Europe, vous avez le mini-site après du point de contact national des infrastructures de recherche. Et vous allez avoir tout dont on vient de parler. Je ne sais pas comment je fais bouger. Bon, voici. Il y a aussi la page FAQ, Frequently Asked Questions, qui est très utile aussi sur le mini-site des infrastructures de recherche. Donc, n'hésitez pas d'aller consulter cette page avec les questions. Il y a aussi donc tout ce qui est sur le site Horizon Europe, vous pouvez aussi éventuellement avoir d'autres sources intéressantes parce que les points de contact nationaux financiers, par exemple, les points de contact nationaux sur d'autres thématiques, ils mettent aussi leurs informations là-dedans. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très utile. Si vous ne connaissez pas encore le site Horizon Europe du ministère, je vous invite fortement d'aller voir. Et la dernière chose, c'est, voilà, ici, vous avez notre adresse qui concerne nous trois, psninfrarecherche.gouv.fr. Et si vous avez donc quelques questions techniques ou vous avez besoin de consultations personnelles concernant votre projet, n'hésitez pas à nous écrire et nous allons tout faire pour vous répondre au plus vite. Voilà. Est-ce que vous avez, Hélène ou Amadou, vous voulez rajouter quelque chose? J'arrête du coup le partage? Oui, tu peux arrêter le C'est pas partage. pratique parce que je ne vois pas en pense. fait l'écran, je ne vois pas Ouais, les gens, je ne sais même pas qui est là. Donc je voilà, pense que notez surtout on peut clore. cette adresse et j'arrête le partage, d'accord? En tout cas, moi, je dis merci à Davidé pour ce retour d'expérience vraiment très utile. Et puis merci à tous les participantes et les participants à ce webinaire. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. Eh bien, écoutez, comme on a dit, on va organiser encore quelques événements avant la fin de cette année. Déjà, l'événement d'annonce de la feuille du programme de travail 2023-2024 aura lieu le 14 décembre de 10h à midi. Donc, normalement, l'annonce devrait être faite sur le site Horizon Europe. Voilà. Donc, vous avez les infos là-bas. On n'a pas encore affiché le programme, mais on aura aussi quelques intervenants de la Commission européenne pour les questions. Et il y aura aussi la journée de la Commission européenne le 6 décembre, toute la journée, donc la journée d'information. Dès que nous avons les informations supplémentaires, nous allons les diffuser aussi sur notre site. Voilà. Le lien aussi? Le D'accord, programme et le c'est lien, parfait. c'est ce que je disais, le programme et le lien, ça y est, on les a reçus, donc les programmes et le lien ont été publiés et Amadou les avait envoyés aussi par mail, donc vous les avez dû les recevoir aussi. Parfait. Et donc voilà, et nous sommes à votre écoute et nous sommes là ravis de faire tout ce que nous pouvons pour vous aider à réussir dans cette aventure européenne. N'hésitez pas, revenez vers nous. Et je pense qu'on peut clôturer ce webinaire si nous n'avons plus de questions. Oui, on peut clôturer. Merci encore. Un grand merci à Davidé. Et voilà, vous avez nos contacts pour développer tout ce qu'on vient de dire. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci beaucoup, Merci David. Thank you beaucoup. very much.